Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Pour des raisons expérimentales, cet épisode numéro 12 vous est proposé en deux versions. Une version complète d'environ 1h20 et une version courte d'environ 50 minutes. Vous écoutez actuellement la version complète. N'hésitez pas à nous faire savoir en commentaire ou sur Facebook la version que vous avez choisie, ainsi que votre opinion sur le format général du podcast. Merci. Bonjour Nicolas, Salut Bart, bienvenue sur Séoul Connect. merci pour ton invitation et puis félicitations pour ton podcast. J'ai écouté quelques-uns des podcasts, des épisodes précédents. C'est pas mal du tout. C'est toujours super intéressant pour moi d'entendre les différentes expériences et surtout la question qu'est-ce que vous faites en Corée, comment vous êtes arrivé là. Donc, c'est toujours fascinant. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette gentille introduction. Merci aussi donc de participer aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que pour commencer, tu te présentes en quelques phrases. Oui. Donc, je m'appelle Nicolas Jacquet. Je suis jusqu'à la fin du mois de mars le responsable marketing pour une des divisions du conglomérat Hyundai qui s'appelle Hyundai BSNC. Je travaille en fait au développement de marques telles que HDAC, qui veut dire Hyundai Digital Asset Corp, Hyundai Pay et KC. Donc HDAC, c'est un IoT/blockchain service pour le développement de ce qu'on appelle Smart Home, Smart Factory, ce genre de technologie. Hyundai Pay, donc Digital Payment, et KC, ce qu'on appelle Cold Storage. Okay. Voilà, je suis en fait revenu en Corée depuis fin 2018 et au total j'ai passé 8 ans. Je suis dans ma 8e année en Corée. D'accord, très bien. Et ce job-là en particulier, comment est-ce que tu l'as trouvé? Alors, c'est une longue histoire. En fait, j'étais en Allemagne, donc je suis parti de Corée en 2015. J'étais chez Samsung Electronics à l'époque. J'ai eu une offre chez Adidas, qui est une entreprise pour laquelle je rêvais de travailler, au siège en Allemagne. En partant de Samsung, je travaillais sur un projet que tu connais peut-être, ou les gens qui habitent en Corée connaissent peut-être, qui s'appelle Samsung Pay, qui est un service de digital payment à partir de ton mobile, de ton téléphone portable. Oui. Et le projet étant assez innovateur, à l'époque, à part Apple Pay, PayPal dans une moindre mesure, tout dépend comment tu considères la chose, et Samsung Pay, il n'y avait pas beaucoup de services qui offraient ce genre de prestations. Donc c'était une industrie assez fermée, on se connaissait un peu tous dans le milieu. Et quand j'étais chez Adidas, donc on a eu besoin de revenir en Corée pour des raisons familiales. Et j'ai commencé à contacter à travers mon réseau des gens avec qui j'avais bossé sur Samsung Pay. Et j'avais entendu parler d'un projet une branche de Hyundai, donc Hyundai BSNC, développait qui s'appelle Hyundai Pay. Et on m'a mis en contact. Hyundai Pay cherchait quelqu'un qui aiderait la marque à se développer un peu à l'international, un expert marketing. Et de fil en aiguille, puis d'entretien en entretien, on m'a fait une offre pour revenir en Corée. Le contrat était un contrat d'expat. Donc en final, j'ai signé le contrat en Europe, mais directement, je suis venu en Corée pour travailler. Et au final,
J'ai travaillé sur Hyundai un petit peu, mais proportionnellement, je vais dire 80% de mon temps est sur HDAC, 10% sur Hyundai et 10% sur KC. Comme dans la plupart des cas dans ce genre d'entreprise, le contrat que tu signes au départ, enfin les objectifs et les tâches que tu as au départ évoluent beaucoup. Donc, tu te retrouves à la fin de ton contrat à faire des choses qui sont très différentes du contrat pour lequel tu as signé. D'accord. Tu es sur quel visa en ce moment? Alors, je suis en F6, mais que ce soit au début de mon contrat avec Hyundai BSNC et Samsung Electronics, j'étais en E7. Donc, ma femme étant coréenne, on s'est mariés en 2014 quand j'étais encore chez Samsung. J'ai pas fait à l'époque la démarche de passer de E7 à un visa conjoint. Oui. J'aurais dû le faire, mais bon, je l'ai fait, je l'ai fait après coup chez Hyundai. Donc, au bout d'un an, sous E7, je suis passé au F6 très, très simplement au final. À partir du moment où tu es marié, tu es capable de justifier un salaire. En plus, avoir un enfant, ouais, l'État, j'ai trouvé que l'État faisait en sorte de faciliter le process. D'accord. Et donc, dans cette division du Hyundai, il y a beaucoup d'étrangers où tu étais le seul? Absolument pas. C'est Oui. très, très coréen. C'est d'ailleurs une chose qui m'a pas déçu, mais j'ai trouvé ça un peu dommage, dans le sens où pendant 5 ans chez Samsung, j'avais essayé de raffiner ma connaissance de la culture coréenne, ma connaissance de la langue. Et je suis parti de Samsung en me disant, c'est dommage, ça fait 5 ans que je suis là, je commence à avoir un niveau de compréhension, on va dire, intermédiaire. C'est-à-dire que je vais dans des meetings et j'arrive enfin à comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas complètement à l'aveugle. Et c'est le moment de partir. Quand j'ai eu le contrat chez Hyundai, je me suis dit, bah, super, je vais pouvoir enfin bénéficier de ce que j'ai appris. Mais Hyundai est encore beaucoup plus coréen que Samsung ne pouvait l'être. Donc en fait, D'accord. j'avais l'impression de me retrouver ma première année chez Samsung. Donc aucun étranger autour de moi, si ce n'est une personne dans mon équipe qui était de Taïwan et une personne, une Kyopo, donc américaine coréenne dans la partie RH, mais le reste c'était que des Coréens. D'accord. Toi, tu as une équipe de combien de personnes? 7 personnes. Donc, tous coréens enfin, dans ton équipe, Man- à part un Taïwanais? non, alors maintenant le Taïwanais malheureusement est parti vers d'autres aventures, mais maintenant ils sont tous coréens, oui. D'accord. Donc, vous parlez en coréen ou en anglais quand même? Tout dépend de leur niveau d'anglais. Oui. Ceux qui parlent bien anglais, on fait tout en anglais. Les autres me parlent en coréen. Je réponds en anglais pour des questions de productivité de ma part et on va dire, confiance. C'est-à-dire que si je m'exprime en coréen, euh, l'impact du message est pas assez fort pour que j'arrive à convaincre quelqu'un. Donc il faut que je fasse dans un langage où je suis plus à l'aise et où le message est plus convaincant. Tu n'as pas assez d'autorité, tu veux dire, en coréen par rapport à ce que tu peux avoir en anglais ou en français, c'est ça? Exactement, exactement. Il y a plein de facteurs. Si tu n'es pas forcément à l'aise avec le vocabulaire ou avec la grammaire, forcément tu hésites sur les mots que tu vas choisir. Moi, en plus, j'ai énormément, quasiment, appris le coréen qu'avec des femmes. Donc, j'ai un côté on va dire, très, très féminin quand je parle coréen. Je ne sais pas si tu connais le terme Aegyo. Non. C'est le. Comment tu traduiras ça? C'est ce côté un petit peu petite fille que peuvent se donner certaines filles. Tu vois beaucoup ça dans la K-pop. Ah, un peu cute, quoi. Un peu Voilà, cute. cute. Ouais, Ouais. ouais, cute, ça pourrait être une définition. Donc apparemment, je fais beaucoup de Haegyo quand je parle coréen.
Donc, quand tu es responsable d'une équipe, ça ne passe pas. Le message, il ne peut pas passer comme ça. Oui, évidemment, d'accord. Donc, eux te parlent coréen, toi, tu parles en anglais, hein, c'est ça? Ouais, Et ouais. tu reportes à un coréen aussi? Oui, tout à fait. Donc, on a le TPO, donc, qui est littéralement responsable de la branche et qui lui reporte au Sajang, au chairman, qui est D'accord, là on rentre dans la famille Hyundai, donc la famille Chang. d'accord. Mais je veux dire, tu lui reportes en anglais ou tu lui reportes en coréen, lui? En anglais En aussi. anglais aussi, oui. Pour les mêmes raisons, raisons de légitimité. D'accord. Donc, vous, votre département fait du marketing international, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Mon équipe s'occupe de toute la partie donc marketing, donc que ce soit pour HDAC, Yandepay et KC. Donc l'idée, c'est étant un produit ou un service qui se développe initialement en Corée, on a exploré différents marchés, la Chine, l'Europe de l'Ouest, les États-Unis et le Canada, et essayer de développer un storytelling, une image de marque qui permet à une nouvelle clientèle, une nouvelle audience de comprendre ce qu'on fait et d'être intéressé par ce type de service. D'accord. Vous n'avez pas lancé encore, vous en êtes à la phase de préliminaire, c'est ça? Alors, pour ce qui est de HTAC, la plateforme a été lancée très récemment. Mais jusque-là, oui, effectivement, on était dans la construction d'une image de marque avant que le service en lui-même soit disponible. Pour Yondépé et KC, on reste principalement, quasiment exclusivement en Corée pour le moment. Oui, Donc, c'est pas encore lancé. Ouais, ouais. ouais, même si le service est déjà disponible, on reste en termes de communication sur la Corée, et à l'étranger, c'est juste de l'image de marque avant que le service soit lancé là-bas. Oui, parce que Samsung Pay, ils peuvent le lancer parce qu'ils ont les téléphones qui vont avec, donc c'est préinstallé. Mais sans les téléphones, ça doit être beaucoup plus difficile de s'imposer avec des Apple Pay, des Google Pay, etc., non? Alors, c'est une bonne question. En fait, c'est le même genre de problématique que peuvent avoir, par exemple, une banque ou un retailer à lancer un service de paiement digital. Oui, C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis, Samsung a le smartphone, donc l'application peut être disponible automatiquement, donc l'utilisateur va l'utiliser directement. Mais en fait, c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est ce qu'on va dire la stickiness. C'est à quel point l'application sur le téléphone reste et est utilisée fréquemment par l'utilisateur. Si toi, tu es amené à utiliser ton application de banque en ligne tous les jours, ça sera plus simple pour toi d'avoir un système de paiement qui sera avec ton application de banque en ligne. Ça se trouve, ton application Samsung Pay sur ton Samsung smartphone, elle ne restera même pas sur ton écran principal, tu l'activeras jamais parce que tu es plus à l'aise avec ton application de banque en ligne. Ou si tu as une application de paiement sur, on va dire, en France, Carrefour, qui t'offre des services adjacents plus intéressants, tu utiliseras celle-là. Donc, ce n'est pas d'accord. nécessairement le fait d'avoir une présence automatique sur le hardware, sur le smartphone, qui va faire la raison du succès. C'est la communication qui a été faite autour, la perception des bénéfices de Oui, l'incentive du service. d'accord. Ça aide à la distribution, mais pas forcément, comme tu dis, à la stickiness et le fait que l'app va être Exactement. utilisée et rester. D'accord. Mais justement, je rebondis là sur ton département. Si vous êtes du marketing international, alors tout le monde devrait parler anglais couramment. Oui, 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 c'est très logique comme question, mais ce n'est pas forcément la réalité dans des entreprises coréennes. Je peux te donner plein d'exemples Ouais. de situations qui manquent totalement de logique, qui n'ont aucun sens, que ce soit les membres de tes équipes n'ont pas forcément un cursus qui
correspondrait à ce qu'il fasse du marketing maintenant, mais la décision a été faite que quelqu'un qui est diplômé en biologie, bah, de toute façon, va bosser dans le marketing parce que la direction a décidé comme ça et tu dois faire avec. D'accord, donc c'est pas forcément une exigence que l'anglais soit à top niveau pour être dans ce département. Non, non, pas nécessairement. Ok. Très bien. Et donc, tu me disais avant de démarrer le podcast, oui, qu'il y a du nouveau au niveau de ta vie professionnelle. Oui, oui, oui. Donc bah, je ne suis plus on va dire, officiellement en charge du marketing pour Hyundai BSNC. Je retourne chez Adidas à partir du 1er avril. Donc, en fonction de la date de diffusion du podcast, je serai déjà là-bas en avril. D'accord, 1er avril, c'est pas un poisson, c'est pas une blague, c'est du sérieux Non, chez Adidas. c'est du sérieux. Bah, je retourne. C'est en fait dans la continuité de ce que je voulais faire en rejoignant Adidas en 2015. L'idée pour moi, c'était de rejoindre une entreprise, une marque pour laquelle j'ai une certaine passion, jouant au foot, au basket depuis très jeune, ayant vu l'évolution, que ce soit en termes de streetwear ou de n'importe quelle marque, c'est-à-dire le foot, le basket, le outdoor, le golf, etc. J'ai toujours été passionné. Et je voulais en fait, quand j'avais annoncé à ma femme qu'on allait déménager en Bavière, à Oui. Nuremberg, exactement à Herzogenaurach, en Bavière, en Franconia, elle a pleuré. Elle a pleuré pour te dire à quel point elle était heureuse, ce qui contrastait avec ma joie de rejoindre Adidas. Alors, Donc je vais, elle a pleuré à cause de la destination, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer le nom de la ville, ou parce qu'elle ne le trouvait pas sur une carte. un peu de tout ça, un peu de tout ça. Le fait de devoir quitter ses parents, sa famille qui est ici, et de passer à autre chose, hein, aller un peu vers l'inconnu. Ouais, forcément, c'était assez émouvant pour elle. Moi, je lui avais dit, on essaye ça quelques années, si ça se passe pas bien, on rentre. Et elle n'a jamais vraiment adhéré à l'Allemagne, alors que moi, ça se passait très bien professionnellement. Donc, j'avais essayé de me faire transférer du siège social, du siège monde vers le siège à Séoul. Mais il y a une modification de la stratégie d'Adidas à l'époque qui fait, particulièrement en 2017, qui fait que la plupart des postes qui étaient intéressants pour moi ont été bougés à Shanghai. Et Shanghai est devenu en fait le hub de l'Asie. Donc, je me suis retrouvé dans une situation, si je voulais revenir en Corée avec Adidas, fallait que je fasse sales, par exemple. Et sales, nécessairement, en Corée, demande qu'on soit coréen, soit complètement fluent en coréen. D'accord. C'est un type de tâche qui transige pas sur la capacité de communication. Donc, c'était pas possible pour moi, donc j'ai dû chercher une autre option pour revenir en Corée. Donc, c'est comme ça que je te disais, je me suis rabattu vers mes connexions chez Samsung Pay et qui m'ont amené vers Hyundai Pay. D'accord. Oui, donc tu es arrivé finalement à gérer le meilleur des mondes, à savoir que toi, tu travailles chez Adidas, mais vous êtes en Corée pour ta femme, donc tout le monde est content, c'est ça? Voilà, j'espère que dans cette situation, tout le monde sera satisfait. Eh bien, c'est Mais super, oui. Ouais. effectivement, moi, je suis très heureux comme ça. Ma femme sont très heureux et surtout, ma belle famille est extatique à savoir dans l'idée que l'on reste en Corée. Donc, voilà. Oui, oui. Eh ben, félicitations déjà. Donc là, on Merci. est le 25 mars, donc tu commences bientôt, tu dis a priori 1er avril, enfin début avril. Ils sont où, Adidas, à Séoul? Gangnam, en fait, ils sont très bizarrement. Si tu vois où est situé les bureaux Samsung à Gangnam Station,
Non, mais tu sais, Euh, moi, je débarque, moi, hein. D'accord. Donc, tu as la station Gangnam. Si tu regardes vers le sud, tu as une tour immense. Ouais, Ce sont les bureaux de Samsung à droite. Et ok. juste derrière, tu as Samsung Insurance. Et Adidas sont les locaux d'Adidas Corée sont dans ces bureaux de Samsung Insurance. D'accord, il y a beaucoup de monde? Euh, oui, oui, oui et non. Ça dépend comparativement à quoi. Comparativement à Samsung, non. Oui, Pour une structure comme ça, c'est plusieurs centaines de personnes. Ouais. d'accord. Donc, toi, tu vas faire du marketing international, là aussi? Oui, et en charge de toute la partie e-commerce. Partie e-commerce sur des pays en particulier? Non, non, sur la Corée, sur la Corée. Sur la En Corée, ouais, fait, d'accord, celui-là. ouais, en fait, c'était un projet sur lequel je bossais déjà chez Adidas au siège. Je continue. Je reprends le projet que j'avais commencé avec toute la partie digitale d'Adidas en 2015, entre 2015 et 2018. Donc, on reprend ça spécifiquement pour la Corée. D'accord, donc les ventes en direct de Adidas, c'est ça? Ou c'est Ouais. via des retailers? Non, non, e-com, c'est direct. C'est direct. Tout ce qui est Euh, tout ce qu'on a appelé marketplace, ça c'est pour le retail effectivement, que ce soit dans les boutiques premium Adidas ou via les franchises ou les détaillants. Ça, c'est pas de mon ressort. D'accord, ouais, ouais. Et là, tu as une équipe aussi? Oui, oui, effectivement, il y aura une équipe, une petite dizaine de personnes. Euh, Donc là voilà. aussi, j'imagine, principalement coréen. Principalement, effectivement, principalement coréen, mais de manière générale, les bureaux sont nettement plus diversifiés. Le managing director est américain. Au-dessus de moi, entre moi et le managing director, c'est hongkongais. Mon pendant pour la partie retail est anglais, si je Ah oui, ne d'accord. me trompe pas, ou australien. Voilà. En fait, Séoul est ce qu'on appelle une des villes clés dans le développement d'Adidas, comme peut l'être New York, comme peut l'être Londres, Paris ou Shanghai. Séoul est une des villes clés pour le Sauf que le développement foot est moins d'Adidas. important, quoi. C'est très foot, non, 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 Adidas? Adidas, le foot est très important en Corée. Ouais, Euh, le baseball est également important. Le golf, mais bon, dans une moindre mesure, puisque Adidas n'est pas forcément très, très positionné sur le golf. Le streetwear est très, très important ici. Toute la ouais. partie fashion streetwear, c'est énorme en Corée. De toute façon, dans cette industrie, euh, la grosse problématique, c'est de balancer entre l'article de sport qui est utilisé effectivement pour faire du sport et l'article de sport qui est utilisé pour le streetwear. Si aller vers l'un ou vers l'autre, ça a forcément des impacts sur ton positionnement et ta stratégie à venir. Donc, tu as une poule aux œufs d'or d'une certaine manière, mais faut pas la tuer. D'accord, très bien. Donc, nouvelle expérience qui va démarrer. Si, justement, en parlant de ton expérience et ton parcours, on remonte un petit peu dans le temps, déjà, tu viens de quelle région? Région parisienne, je suis né à Meaux, dans le 77, en Seine-et-Marne. Mhm. J'ai passé une grosse partie de mon enfance là-bas. Et puis Paris, presque une quinzaine d'années, jusqu'à 2008, quand je suis reparti. J'avais un intermède aux États-Unis au début des années 2000. Et je suis reparti aux États-Unis en 2008 pour reprendre mes études. Et ensuite, depuis ce moment-là, je ne suis pas revenu en France. D'accord, donc tu pars aux États-Unis faire un MBA, c'est ça? Oui, tout à fait. 2008, je repars aux États-Unis pour faire mon MBA. Je quitte mon entreprise dans le conseil et pour laquelle j'avais travaillé pendant près de 6 ans. Et je pars faire mon MBA, me spécialiser
marketing stratégie, très précisément, et aussi acquérir une certaine connaissance ou une expérience en termes de leadership qui m'ont permis au final d'avoir des propositions un peu plus intéressantes professionnellement. Ouais. Tu étais où? J'étais à Atlanta, à Emory University. D'accord, du côté Très, d'Atlanta, très ouais. belle, très belle région, la Géorgie. Très beau climat et très belle expérience pendant 2 ans, très intense. Ça marque, et puis professionnellement, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Oui, oui, donc là, on est en 2008-2010, c'est ça? Voilà, entre 2008 et 2010, tout à Et fait. donc, tu travailles à côté en plus de faire le MBA? Non, j'étais à plein temps. Tu étais à plein temps, ouais. Par contre, entre la première et la deuxième année, on a la possibilité de faire un stage qui en général est utilisé comme une période d'essai D'accord. pour future embauche. Moi, j'ai fait mon stage chez Turner Broadcasting, donc toutes les marques comme CNN, TNT, TBS. Ouais, c'est Ted Turner, là. D'ailleurs, c'est le siège de CNN, hein, à Atlanta, si je me souviens bien. Tout à fait. Ouais. Turner Broadcasting, oui, c'est C'est là-bas, c'est la Atlanta, compagnie ouais. Voilà. qui contrôle le CNN, oui, tout à fait. D'accord. Et donc, je bossais sur le marketing digital pour des marques comme NASCAR.com et PGA.com. Donc, NASCAR, la course automobile Ouais. aux États-Unis, et PGA, le golf. Développer la stratégie pour les années à venir. Et l'idée était effectivement pour moi de rester aux États-Unis et de continuer à travailler chez Turner. En plus, j'avais fait, à partir de 2000, le premier semestre de la deuxième année, un élective. En fait, je bossais chez Turner et ça me servait de crédit pour mes cours. D'accord, tu n'étais pas obligé d'assister à tous les cours, tu avais C'est certains cours. voilà, Ouais. à la place d'une matière, je faisais ça. On développait des nouvelles stratégies de service, plus précisément sur le gaming. Comment Turner pouvait développer des services de gaming à l'époque. Et donc l'idée, c'était vraiment pour moi de construire une présence chez Turner et de montrer ma plus-value en espérant avoir une offre. Le problème, contrairement à beaucoup de stages qui se font dans le conseil chez McKinsey, BCG, Bain, etc., ou dans des entreprises CPG comme Coca-Cola, Unilever, Procter Gamble, c'est que Turner n'avait pas d'offre de stage, d'offre d'emploi compréhensible, dans le sens où si tu fais ton stage et tout le monde t'adore, tu fais un travail merveilleux, tu es quand même obligé de postuler à un poste en fonction des postes qui se créent. Alors que dans les autres, si tu fais très bien ton stage, automatiquement l'offre va être construite pour toi. Oui, ils vont t'intégrer à l'équipe en créant un job qui correspond à ton activité, quoi, c'est ça? Tout à fait. Okay. Donc là, je me suis retrouvé à faire mon stage, ensuite faire mon électif, tout se passait bien. Mais j'ai jamais eu l'offre adéquate pour continuer chez Turner. Et d'ailleurs, en février 2010, Samsung vient sur le campus d'Emory, présente l'entreprise et présente son programme de recrutement. Donc, on a la possibilité de postuler directement et c'est comme ça que j'ai été recruté quasiment 5 mois avant l'obtention du diplôme. Donc ça, c'est Samsung Corée qui vient sur votre campus MBA pour recruter des jeunes diplômés pour aller travailler en Corée. Tout à fait, tout à fait. Mais avec un contrat, moi j'avais un contrat US là-bas, donc j'étais payé en dollars. Oui, parce que j'allais te poser la question, parce que Samsung, visiblement, ils sont très gros aux États-Unis. J'ai cru lire quelque part que le gros de leur recherche, en fait, se fait aux États-Unis et pas en Corée. Je ne sais pas si tu me diras si c'est vrai ou pas. Il y a une grosse partie, je ne pense pas que ce soit la plus grosse partie, parce que les bureaux de R&D en Corée sont assez impressionnants.
mais effectivement, il y a une grosse partie de recherche qui se fait aux États-Unis. Il y a une très grosse partie marketing qui se fait aux États-Unis. Ouais. Mais là, Mais mais la là, plus c'était, grosse partie pardon, de… ouais, c'était pour la Corée, là. Donc, c'était vraiment, D'accord. il venait, oui, recruter directement pour la Corée. C'était des Coréens, d'ailleurs, qui sont venus, ça parlait anglais. C'est- Comment ça se passait? c'était un mix, une délégation mix coréen. Et non, celui qui faisait la présentation, en fait, était français. On a été, de ma promotion, donc 250 élèves, on a 3 d'entre nous avons été sélectionnés. Donc moi-même, un Français, un Américain et un Indien. Mais oui, est-ce qu'il y a eu beaucoup de... comment tu es là, tu es aux États-Unis, donc tu as énormément d'opportunités déjà sur le marché local. Tu as cette entreprise coréenne qui arrive. Comment les gens y réagissent? Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est plutôt qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché américain. Alors, il y a différents points de vue. Tout Ouais, dépend de la motivation qu'il y a derrière. Si je prends le cas du bureau de placement des élèves, donc du bureau qui s'occupe de trouver des opportunités d'emploi aux élèves, pour eux, c'est parfait. L'entreprise, c'est une entreprise énorme, une des entreprises les plus innovantes au monde, une des plus grosses marques au monde. Ils nous proposent d'embaucher des étudiants après leur diplôme. Ils partent en Corée, bah, très bien, partez en Corée. Nous, ça nous oui, fait 100% d'embauche avant obtention du diplôme. oui, 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 tout à fait. Non, Ça en pose aucun problème. je pensais plus aux étudiants qui, étant aux États-Unis, étaient peut-être plus dans une optique ouest que east, quoi. Mais peut-être je me trompe, hein, mais Ah euh, oui, dans ce cas-là et dans mon cas personnel, l'idée était de rester aux États-Unis. voilà. À l'époque, je n'étais pas marié. La seule contrainte que je m'étais imposée, c'est de ne pas rentrer en France. Sinon, effectivement, j'aurais fait un MBA en Europe ou en France. Euh, mais l'offre était très intéressante. Le poste, exactement ce que je cherchais. On était dans le digital media. Euh, on avait un terme de responsabilité, c'était ce que je cherchais. Donc, je me suis dit, j'avais pas de préjugés sur la Corée. J'avais très peu d'idées, à vrai dire, ce que c'était de travailler en Corée. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'ai pas d'attache, j'ai pas de contraintes. Allez, on y va. D'accord. Donc on y va, on est payé en dollars aux États-Unis, donc tout va bien. C'est Voilà. parti. D'accord. Et donc tu bouges sur la Corée à la fin du MBA. Et quel est ton job alors chez Samsung au Alors, départ? j'étais marketing manager pour le développement de services digitaux. Donc, je faisais partie d'une division qui s'appelait, je crois qu'elle n'existe plus, qui s'appelait MSC, Media Solution Center, donc qui était en charge de développer des services digitaux, que ce soit pour la partie mobile, pour la partie digital TV ou digital home appliance, par exemple. Donc, ça pouvait être des services. J'ai travaillé sur un service Media Hub qui est l'équivalent de Apple TV. J'ai travaillé sur Samsung Wallet, Samsung Pay, comme je le mentionnais, Samsung AdUp, qui est en fait une plateforme de publicité qui aide à vendre l'inventaire de placement publicitaire de Samsung sur Samsung Connected TV ou sur les smartphones, sur les applications Samsung. Donc, il y a tout un tas de possibilités de développement, que ce soit personnel ou professionnel. D'accord. Donc là-bas, tu vas rencontrer Thierry Nanette, qui a été invité d'un précédent Tout à fait, podcast. OK. tout à fait. Et c'est à Suwon, hein, pardon. C'est à Suwon Ouais, que tu travailles. Donc tu vis ouais. aussi à Suwon à l'époque? Non, je vivais à Bundang, donc entre Séoul et Suwon, la banlieue sud de Séoul, si on peut définir ça comme Ouais, ça. d'accord. L'idée, c'était, j'ai passé un mois en fait à Suwon en arrivant. J'étais logé à l'hôtel et j'ai pas vraiment eu de coup de foudre pour Suwon.
Euh, l'idée de faire d'aller au travail à pied ne me paraissait pas nécessairement un bénéfice. Je voulais être plus près de Séoul, mais il y a un commute qui est assez long. Ça peut prendre 1 heure et demie un vendredi soir pour retourner sur Séoul à cause du trafic. Donc, j'ai trouvé un compromis. Bundang est proche de Séoul par le métro et pas trop loin de Suwon pour voyager tous les jours. Par le métro aussi, donc, pour aller au boulot? Non, Samsung a un système de navette de bus. Ah oui, Où que tu sois dans Séoul ou dans Bundang ou même Suwon, tu as toute une série de bus qui viennent plusieurs fois par jour. Donc le matin, tu as peut-être une dizaine d'horaires en fonction de ton emplacement qui viennent te récupérer. Et le soir, à partir de 5 heures jusqu'à 11 heures du soir, quelque chose comme ça, ces mêmes bus font le trajet inverse. Après, si tu veux rentrer chez toi après minuit, il y a un service de taxi qui est disponible. ouais, J'ai, au, d'accord. fin- au final, j'ai utilisé pas mal de fois, un peu trop souvent même. D'accord. Oui, tes premières impressions, là, justement, après 2 ans passés à Atlanta, quand tu arrives à Suwon et à Bundang, c'est quoi ton feeling? Ouais, on est sur un monde complètement différent. En plus, je te disais, ma dernière expérience professionnelle était aux États-Unis, où on est dans un environnement. En plus, Turner Broadcasting, c'est un environnement où les gens sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Tu ne travailles pas nécessairement 70-80 heures par semaine, Ouais. mais les gens vivent, respirent pour tout ce qui est euh, entertainment et médias. Là, Samsung, on a des gens qui travaillent de longues heures, pas forcément de manière super productive, même pas productive du tout des fois. Euh, et parfois très déphasés, très en distance en termes de passion par rapport à ce qu'ils font. Ils le font parce que c'est le boulot, mais c'est pas, tu sens que c'est pas ce qui les fait rêver matin et soir. C'est un boulot, c'est pas une passion, il n'y a pas l'engagement qu'il pouvait y avoir aux États-Unis, c'est ça? Non, tout à fait. Et si tu Ok. reprends l'exemple que je te donnais, l'étudiante en biologie qu'on met dans le marketing, euh, ça se comprend. C'est pas forcément quelque chose euh, auquel tu visais. Euh, je te parle en termes de poste, travailler dans le marketing ou travailler dans le business development, ou travailler dans le sales chez Samsung. Euh, Parce que tu te voyais mieux en biologiste, en historien, etc. Mais le fait que tu sois étudiant et que tu es diplômé d'une grande université en Corée, tu te retrouves avec la possibilité de travailler chez Samsung et ça se refuse pas, donc tu le fais. C'est très prometteur et c'est très glorifiant pour toi et ta famille, mais la passion n'est pas forcément là. C'est Oui, pas quelque chose que tu peux commander. on suit pas sa passion, ouais. On suit un parcours qui paraît intéressant pour la famille et pour le CV, oui. D'accord. Et Tout à les fait. étrangers, est-ce qu'ils ont un programme d'intégration? Est-ce qu'ils vous aident à vous intégrer ou est-ce que vous êtes balancé là et puis débrouille-toi? Alors, il y a plusieurs niveaux d'intégration, enfin, de programmes chez Samsung. Euh, le programme, euh, le programme pour lequel j'ai commencé euh, ressemble est très près du ce qui Samsung a qui s'appelle le GSG, Global Service Group. Ça, c'est Samsung qui a ça. Non, Global Strategy Group. Donc, c'est une forme de cabinet de conseil, de consultants. Donc, des étudiants MBA qui sont embauchés depuis les grands MBA pour aller directement chez Samsung en Corée. Mais en général, eux restent pendant 1 an dans JSG et ensuite vont dans la business unit, si je peux résumer comme ça. D'accord. Pour mon cas et celui d'autres étudiants qui étaient de l'Université de Chicago, par exemple, on s'est retrouvé directement dans la business unit sans passer par la case GSG, mais avec un statut très similaire. Ensuite, tu as
les étudiants qui sortent de master, que ce soit en Corée ou ailleurs, qui n'ont pas nécessairement un statut d'expat ou un contrat à durée déterminée, qui ont un contrat local. Et pour eux, eux vont être traités comme des employés coréens. Donc, ils ont tout le programme d'intégration Samsung classique avec le festival durant l'été où il y a toute une sorte de chorégraphie devant toute la partie exécutive. Nous, on n'a pas eu ça. On a un programme d'intégration d'une semaine où on t'apprend un peu les us et coutumes chez Samsung, la culture de l'entreprise, comment il faut se comporter, la sécurité, etc. Mais on est un peu plus détaché de cet aspect corporatiste chez Samsung. D'accord. Et donc, toi, ton ressenti sur cette expérience chez Samsung? Alors, il y a du bon et du moins bon. Le moins bon, on en a un petit peu parlé. Ce qui est extraordinaire dans cette expérience, c'est que tu peux être exposé à n'importe quel type d'innovation et de développement technologique. Et si tu es un peu curieux, si tu es intéressé par, je ne sais pas, l'artificial intelligence, augmented reality, blockchain par exemple, tu trouveras de toute façon une équipe ou un projet travaillant là-dessus. Donc tu as mille et une possibilités de développement professionnel. Après, il faut effectivement savoir les utiliser, ces opportunités, et faire en sorte que tu apprennes le plus possible, parce que tu peux très bien te retrouver dans un poste où c'est systématiquement la même répétition de tâches, et au bout de quelques mois, tu te retrouves à stagner en termes d'apprentissage. D'accord. Mais justement, est-ce qu'ils ont des attentes particulières? Parce qu'ils font l'effort d'aller venir chercher des étrangers à Atlanta, de les faire venir en Corée, de les payer sans doute beaucoup plus cher que des locaux, en tout cas à poste équivalent. Est-ce qu'ils ont des attentes particulières ou c'est quoi la finalité de ce programme? Alors, le but, tel qu'il a été présenté au départ, quand j'ai rejoint Samsung, c'était de vraiment transformer l'entreprise en entreprise globale. D'ailleurs, faire venir des étrangers qui apportent une vision des méthodes qui soient un peu moins coréennes. Mhm. Que ce soit en termes de hiérarchie, de reporting, de créativité, de vision, de solution des problèmes, avoir quelque chose qui soit un peu différent. C'était l'objectif. D'accord. Après, en termes d'exécution, c'est pas simple tous les jours, parce qu'effectivement, tu te retrouves à être confronté à une culture très, très forte, Ouais. à une identité très forte, et qui se change pas en un claquement de doigts. Samsung, jusqu'à preuve du contraire, est encore dans cette phase où ils essayent de s'arranger un peu, de s'assouplir, que ce soit sur les horaires de travail, sur la flexibilité, sur la productivité, faire en sorte que les employés ne restent pas de longues heures au bureau parce que le boss est toujours là et qu'il faut faire du nunchi, donc être Oui, des visible. heures, faire des heures. Et si les employés ont besoin de travailler 12 heures par jour une certaine période, et donc ensuite on va être plus flexible pour qu'ils travaillent moins sur une autre période, pour avoir au final une dose hebdomadaire qui soit un peu plus dans les normes internationales. Et entre nous, hein, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'aurais mieux fait de rester aux États-Unis finalement? Euh, je vais te dire oui, mais ça va être je peux être vite taxé d'hypocrite, parce que j'avais un contrat de 18 mois Ouais. en rejoignant Samsung. Je suis resté 5 ans. Au final, oui, mais tu vas me dire pourquoi je ne suis pas parti à la fin de mon contrat. Je l'ai Ah, renouvelé 3 fois. tout à Donc, fait, mais c'est que je m'y sentais Ouais, bien, ouais. c'est que je travaillais sur des projets qui étaient intéressants. Voilà, je termine mon premier contrat, je travaillais sur Samsung Media Hub.
Ensuite, on m'a proposé de travailler sur un autre projet quand je renouvelais mon contrat qui était Samsung Ad Hub, donc la partie pub. J'ai dit super, un nouveau projet super intéressant. Quand ça a commencé à stagner, Samsung Wallet est arrivé, puis Samsung Pay. Entre-temps, je me suis retrouvé avec d'autres étrangers qui venaient. Tu tisses des liens très forts avec certains collègues, donc ça motive aussi à rester, tu t'entends bien. Voilà, c'est des hauts, des bas, et tu fais le point au moment du renouvellement, et c'est comme ça que je me suis retrouvé à le renouveler 3 fois, et à partir au D'accord. final au bout de 5 ans. Donc, a priori, plutôt non. Plutôt, tu n'as pas regretté le. Enfin, tu as eu peut-être des périodes de doute, mais au final, sur le parcours, c'était une bonne décision. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, c'est très facile de critiquer, de dire non, mais Samsung ne prend pas en compte ton développement personnel, tes besoins. Culturellement, si tu veux développer ta créativité, tu t'y retrouves pas. Mais faut être un peu honnête aussi. Il y a tout un tas de bénéfices qui sont à la disposition de l'employé. Effectivement, comme tu le dis, surtout dans la période actuelle, les employés chez Samsung sont plutôt bien payés. Samsung fait en sorte de verser des bonus qui sont difficilement critiquables. Même si tu prends la période de Covid, Samsung a fait en sorte de payer le maximum possible en termes de bonus à ses employés. Ils n'avaient pas, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont quand même fait. Donc, Ouais. tu vois, certains employés, je trouve ça très dur, spécialement pour les étrangers. Je trouve ça facile de critiquer, mais je trouve ça un peu indécent par certains points de se dire tout était mauvais, je conseille à personne d'y aller. Si tu as la chance d'y aller, Vas-y. il y a des bons côtés, essaye de profiter des bons côtés. La culture en elle-même qui peut être critiquable, oui, c'est un fait, elle est comme ça, c'est pas facile à changer. C'est pas forcément moins bon ou mieux que dans un autre pays. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on pourrait critiquer en France. Oui. Mais voilà, on a fait un choix. Personne m'a mis un couteau sous la gorge en me disant tu restes 5 ans chez Samsung. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, ma question n'était pas vraiment sur le fait de critiquer la façon dont Samsung agit et puis des regrets par rapport à ça, mais c'était plus que enfin, de ce que j'en comprends, tu étais parti sur une autre piste, quoi. En général, on ne va pas faire un MBA aux États-Unis pour aller travailler en Corée. Tout à fait. C'est pas exclu, mais j'imagine que ce n'était pas dans tes projets. C'est plus dans ce sens-là que j'ai l'impression que tu as fait un virage à 360 degrés qui était opportuniste et qui était tout à fait calculé et intéressant. Mais c'est pour ça que je me demandais si tu t'étais pas dit à un moment, qu'est-ce qui se serait passé si au lieu d'avoir fait ce choix-là, j'étais resté aux États-Unis et j'avais travaillé dans la Silicon Valley ou à New York, ou je ne sais pas. Ah si, absolument. Je me suis posé la question. Mais bon, l'opportunité était là, et Ouais. aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir saisie. Effectivement, je ne sais pas comment les choses se seraient passées si j'étais resté aux États-Unis. Mais de la même manière, quand je postulais en MBA, j'ai eu 2 offres. J'ai eu Emory et NYU. J'ai eu Emory full scholarship, donc mes frais de scolarité étaient pris en compte. Étaient payés? Tes frais de scolarité étaient payés? Étaient payés, ouais. Mais pas pour NYU. Coût de la vie beaucoup plus élevé à New York qu'à Atlanta, tu fais tes comptes. Voilà. De la même manière, ça, je le regrette pas. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais rejoint NYU. Oui, tout à fait. Non, mais intéressant. Donc, bottom line, c'est que si quelqu'un nous écoutait des États-Unis en train de faire un MBA là-bas, il peut faire le choix de venir travailler en Corée. Oui. S'ouvrir à de nouveaux horizons. Voilà. Donc, tu restes 5 ans, tu dis, chez Samsung. Qu'est-ce qui te fait quitter la boîte? Le niveau de stress, le rythme de travail. Quand on a lancé Samsung Wallet, Samsung Pay,
C'était des horaires très intenses. Ouais. J'étais pas loin du 8h minuit tous les jours, avec ce qu'ils appelaient la semaine en Corée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc D'accord. le week-end aussi. Euh, oui, il y a juste un moment où je crois que c'est Thierry qui disait ça dans son podcast, en termes de performance sur ton poste, tu peux pas être à 100%, 16 heures par jour Ouais. pendant trop longtemps, c'est pas possible. Donc il y a vraiment un moment, prendre le taxi le soir, passer minuit, rentrer, se relever à 6 heures. Ouais, tu fais ça un moment, mais tu sens que à partir d'une certaine période, tu es plus dans la à aller au-delà de tes limites, c'est juste plus possible. Donc il me fallait un break. En plus, je venais de me marier, je voulais en profiter un petit peu, passer du temps avec ma femme. Donc j'avais besoin d'un break, donc puis j'ai eu cette opportunité chez Adidas, donc j'ai sauté dessus. D'accord. Donc, entre-temps, oui, tu rencontres ta femme qui est coréenne. Tu dis vous vous mariez. Et comment tu as trouvé ce job chez Adidas? C'est Euh, Adidas là tout de ne- suite. Ouais. Le network, encore une fois, un collègue, Edgar, que je salue au passage, a fait, lui, son MBA avec quelqu'un qui travaille chez Adidas. Je lui avais parlé de mon envie de passer à autre chose. Il m'a dit, tiens, je connais cette personne, j'ai entendu dire qu'elle recherchait quelqu'un dans son équipe. Je te mets en contact. Et ça s'est fait comme ça. Recommandation, entretien. Tous les rounds et voilà. Tu as tout fait à distance alors? Parce que Ouais. tu. Ah non, pardon. Excuse-moi. J'ai presque tout fait à distance. Le dernier round était sur place. Ouais, parce qu'à un moment, ils veulent te voir en vrai, quoi, Ouais, et puis vraiment discuter physiquement. D'accord, donc le dernier rentre sur place. Et donc, ça, c'est le siège d'Adidas. Tu dis, il est en plein au milieu de la Bavière, c'est ça? tout à fait. Donc plutôt vers le sud de l'Allemagne. Très belle région en soi. Bucolique. Mais très différent de la Corée dans ce sens et de Séoul. Comparativement à Séoul, c'est au milieu de nulle part, Herzogenaurach, et c'est très petit. Alors, Si, redis-moi le nom de la boîte, de la ville, une dernière fois. Herzo Herzogenaurach. Herzogenaurach. Et c'est combien d'habitants? 1000. 1000. D'accord. Le campus doit faire 15 000 employés, donc le campus est plus grand. Et non, le pire, c'est que les sièges d'Adidas et de Puma sont tous les deux à Herzo. Puma et Adidas, oui, d'accord. Ouais. Mais c'est une petite ville, les gens habitent autour. Et donc, tu dis, c'est Nuremberg, la ville la plus proche. Voilà, ça doit faire. C'est une ville de la taille de Bordeaux, je pense. Et c'est à combien de kilomètres? 15-20 km. Donc, toi, tu habites à Nuremberg, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc là, toi, tu y vas d'abord tout seul, effectivement. Là, ça se passe bien, tu es embauché. Et c'est après que tu expliques à ta femme qu'on déménage de Séoul à Nuremberg, c'est ça? C'est ça, exactement. Et c'est là qu'elle te Et, demande. et les larmes. D'accord. Effectivement, parce qu'il faut quitter le pays, il faut se retrouver là-bas. En plus, c'est pas forcément une grande ville. Euh, et effectivement, ça doit être un gros changement. Donc, vous partez en quelle année là? Donc on part en 2015. Donc là, on est en Euh, 2015. Ouais, En d'accord. 2015, donc on repart sur une période un mois et demi à l'hôtel, le temps de trouver un appartement, le temps que nos affaires arrivent par container jusqu'en Allemagne, ce qui prend à peu près 2 mois, entre 6 et 8 semaines. Ouais. Et surtout quand tu es au milieu des terres comme ça, ouais. Il faut, il faut- ouais. Et voilà, après le travail a commencé déjà, donc moi j'étais déjà dans la routine. Pour ma femme, c'était un peu différent, mais Donc moi très. ça parle anglais chez Adidas là-bas ou Ah allemand? oui, pour le coup c'est très international. Et si tu veux une comparaison avec Samsung et d'ailleurs Hyundai pour le coup, c'est que
même si tu as des collègues, tu te retrouves dans un groupe de travail entièrement avec des Allemands, ils ont cette, je ne vais pas dire cette politesse, mais si tu rentres dans une pièce, une salle de réunion, ils étaient en train de parler allemand, automatiquement, ils passent à l'anglais. Par pur… Oui, oui, oui. Oui, oui, par oui, le fait que tu rentres dans la pièce. oui, oui, j'ai vu ça, parce que nous, les Français, on ne fait pas du tout. Et ça n'arrive pas en Corée. La conversation a commencé en coréen, elle continue en coréen, que tu sois là ou pas. Ouais, mais en France aussi, hein. En France, et on a d'ailleurs cette réputation, nous les Français, dès qu'on rencontre un autre Français, on ne s'occupe plus de qui est autour de nous. On a tendance à vite parler en français aussi. Je sais que moi, je l'ai beaucoup entendu et je me suis même retrouvé des fois à le pratiquer. Et c'est vrai que les Allemands sont beaucoup plus de ce côté-là, beaucoup plus ouverts. Donc, ouais, donc là, c'est en anglais. Donc, un poste de marketing, hein, tu disais. Ouais, pour la partie digitale, encore une fois, Adidas développait ses services digitaux de e-commerce, donc l'application Adidas. D'autres services comme Adidas Confirmed, qui est pour la partie hype, c'est-à-dire les chaussures qui sont en édition limitée, qui se vendent 300 € et qui se revendent sur le marché noir 2000, 3000 €. La partie, on va dire, l'application de customisation pour le football qui s'appelle Adidas Glitch. Voilà, toute une offre e-commerce qui devait être mise en avant, bon, développée forcément, et mise en avant et qu'il fallait promouvoir pour différents marchés, que ce soit en Europe de l'Ouest, aux États-Unis ou en Asie. D'accord, ouais. Et c'est vrai qu'à la fois professionnellement et personnellement, pour vous, c'est un grand changement d'environnement, quoi. Professionnellement, alors pour ce qui est du travail en lui-même, pour moi, effectivement, je change d'industrie, mais le travail en lui-même est très très similaire à ce que je fais même maintenant. Je reste sur la partie digital innovation, donc comprendre les nouvelles technologies et comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir dans l'utilisation au quotidien des utilisateurs. Construire un storytelling, construire une histoire autour de la marque ou du produit qui soit facile à comprendre pour l'utilisateur. Donc, ça, en soi, ça ne change pas grand-chose. Culturellement, oui, ça change beaucoup de choses. On passe d'une entreprise culturellement coréenne à une entreprise culturellement allemande. Mais oui, et la vie en Bavière est très différente de la vie à Séoul. Donc toi, ça te plaît bien en fait, et tu serais bien resté là-bas. Oui, en termes de projet, je m'éclatais franchement. J'étais sur des projets qui étaient super intéressants, super innovants encore une fois. Et j'étais dans une culture qui était un peu plus flexible, un peu moins difficile à comprendre au quotidien. D'accord. Mais pour ta femme, effectivement, Nuremberg, c'est peut-être pas la ville la plus internationale qu'on puisse rencontrer à l'étranger. Oui, et pourtant, cette partie de l'Allemagne donc, comprend les sièges de Samsung, d'Adidas, de Puma et de Siemens. Donc, au final, il y a énormément d'étrangers qui vivent en Franconie ou autour de Nuremberg. Mais oui, ça reste la culture locale. La Bavière, c'est très vieille fortune, vieille bourgeoisie. Donc, l'entre-soi est très important. Ouais. C'est difficile d'arriver, de se faire une place socialement. Oui, et puis la communauté coréenne doit être très, très réduite, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Je veux dire, pour ta femme, c'est vrai que c'est pas comme Paris, par exemple, où on pourrait trouver des restos, des quartiers, des associations, j'imagine, hein, je ne sais pas. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. Voilà, l'appel de la Corée se fait sentir. Donc là, on est en quoi, 2018 alors quand tu reviens ici?
Tout à fait. Fin 2018. Et voilà, on repart dans l'autre sens. À nouveau, un mois et demi à l'hôtel. Le cargo, les meubles qui arrivent 6 à 8 semaines plus tard. Et on a emménagé cette fois-ci à Itaewon. Donc maintenant à Itaewon avec le travail à Séoul et puis le nouveau travail à Séoul toujours. Donc là, c'est parti pour durer. Oui, tout à fait. Pour le coup, c'était effectivement un contrat de 3 ans. Donc, je m'étais dit, bon, Samsung, j'ai signé un contrat de 18 mois, je suis resté 5 ans, je signe 3 ans, je suis resté quoi, 15-20 ans. Mais ça s'est terminé un peu plus tôt pour des raisons, on va dire, de compatibilité légale qui font qu'on a terminé le contrat récemment. Ils font toujours des contrats à durée déterminée ou est-ce que ça existe aussi des contrats indéterminés avec des entreprises coréennes? Alors pour un expat, si je ne me trompe pas, c'est uniquement des contrats à durée déterminée. D'accord. Je n'ai pas à ma connaissance, je ne connais pas quelqu'un qui a un contrat d'expat indéfini. Si c'est un contrat à durée indéterminée, c'est un contrat local. Ah oui, parce que tu n'es pas sur un contrat local. Et Ouais. là non plus, chez Adidas, tu es toujours sur un contrat expat. Non, là, je passe sur un contrat local pour le coup. Et là, tu as une durée Je, je- aussi? non, non, mais je suis sur place. Enfin, ça faisait pas de sens de créer un contrat d'expat Oui, alors que la personne est sur place. oui, non, ce n'était pas forcément dans leur intérêt. Donc là, c'est un contrat à durée indéterminée, là. Ouais, tout à fait. D'accord. Oui, oui. Donc là, ça y est, tu es là pour longtemps. Euh, Très bien. Euh, ma- ma- C'était un compliment ou Non, c'était une observation. C'était une observation. Non, il n'y a pas de. Non, mais pour moi, il y a ni. Comment dire? Il y a ni intérêt ni désintérêt à rester ou à ne pas rester. C'est vraiment sur chaque personne. Et c'est vrai que toi, justement, tu as eu un parcours un peu haché, on va dire, avec la Corée, du fait de ce retour en Allemagne et du fait que finalement, tu aurais pu aussi ne pas revenir. Donc, la question suivante que je pose en général, mais c'est plutôt aux gens qui restent en Corée, mais je te la pose quand même, c'est qu'est-ce qui te plaît en Corée? Qu'est-ce qui te fait rester? Qu'est-ce qui te manquerait si tu devais quitter la Corée? Ou qu'est-ce qui t'a manqué justement quand tu étais en Bavière? bon après alors qu'est-ce qui me manquerait? Euh, alors effectivement c'est une question de connexion après 8 ans en arrivant à 8 ans. Euh, j'ai un cercle d'amis Ouais. coréens ou étrangers d'ailleurs euh, qui effectivement me manquerait énormément. Pour le pays en lui-même, c'est la diversité culturelle, enfin, par rapport à ma culture. Ma culture. Euh, Excuse-moi, la gentille. la différence culturelle alors, plutôt que diversité. Pardon, la différence. J'ai dit diversité, la différence Oui, culturelle. Oui, tout à fait. d'accord. Différence culturelle, oui, bien sûr. Ouais, la différence culturelle. Effectivement, quand j'ai commencé chez Samsung, à un moment, j'ai l'impression, euh, le terme est un peu fort, mais j'avais l'impression d'être en vacances, c'est-à-dire d'être en exploration dans une terre inconnue, à découvrir des choses qui étaient totalement à la fois hors du temps et hors des us et coutumes que je connaissais. Donc, je prenais les choses telles qu'elles venaient et ça me paraissait totalement extraordinaire, fascinant. Il y a ce côté-là qui restera de toute façon. La Corée ne va pas changer, va pas s'occidentaliser dans les 10 prochaines années, même les 20 prochaines années. Donc ça restera quelque chose pour un occidental toujours tellement différent. Donc il y a ce côté-là. Ouais. Côté un peu irréel, C'est quoi. assez excitant. Ouais. Ouais. À côté de ça, les Coréens, je les trouve quand même très, très attachants. Il y a une forme de sécurité en Corée. Je déjeunais avec un ami très récemment. Il avait laissé ses clés sur sa moto avec le casque sur le guidon. On est parti déjeuner. On est revenu. La moto n'avait pas bougé.
À Paris, la moto, elle faisait 5 minutes. Oui, 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 tout à fait. Ça m'arrivait souvent à Bangkok, ça, et ça m'arrivait souvent à Bangkok, et là, je me faisais peur quand même un petit peu. Mais effectivement, c'est pareil, elle ne bougeait pas. Oui, à niveau, effectivement, la sécurité, il n'y a pas d'agression, il y a moins de vols, il y a moins de. Et puis, bon, effectivement, ma femme étant très heureuse ici, sa famille étant très heureuse, si on partait, je sais que ça pourrait être un autre problème. Voilà, surtout si c'est dans une petite ville au milieu de. Au milieu de nulle part. Et à l'inverse, le truc que tu détestes, ou enfin les choses avec lesquelles tu as beaucoup de mal, qui ne te manqueraient pas. Alors, pas forcément dans l'ordre, hein, ça vient comme tel. La pollution. Ouais. En plus, on a vécu quelques semaines qui étaient assez difficiles récemment. L'éducation à la coréenne. Donc, j'ai un petit garçon qui va avoir 4 ans, donc qui est en équivalent de la maternelle. Et je sais que le système éducatif coréen, qui est très bon, mais qui est très, très compétitif, me poserait pas mal de problèmes. Alors, l'alternative, ce serait de le mettre dans une école internationale, lui étant français et coréen, ce qui est tout à fait concevable. Après, il y a un coût, bon, en fonction de ce que l'entreprise prend en charge, c'est très possible. Mais là, ensuite, c'est une question de diversité sociale. Alors, je m'explique. Quand au lycée français, par exemple, ou au lycée Xavier, les enfants se retrouvent, ou les jeunes se retrouvent entourés avec d'autres jeunes qui sont issus de niveaux socio-économiques très privilégiés. Donc, il y a une certaine déconnexion avec la réalité. Euh, je ne dis pas qu'il faut nécessairement envoyer les enfants dans une ZEP pour qu'ils se fassent les pieds, ils apprennent les codes de la rue, mais à l'inverse, on est dans l'extrême. Là, on est dans des niveaux où si les conversations des enfants, c'est on va aux Maldives ou en Polynésie française pour les vacances de Pâques, on est dans des conversations qui ne sont pas réalistes, qui sont pas dans le vrai. Donc, ça. Je pense que c'est la majorité des élèves dans ces établissements qui sont sur cette catégorie-là. Oui, oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. C'est pas une critique en soi, mais je trouve ça dommageable dans le sens euh, pour les enfants, il y a ce manque d'ouverture ou d'appréhension de certaines perspectives et de réalités qui n'existera pas. Mhm. Oui, tout à fait. Une autre question que je me posais, moi, sur l'éducation, et toi, puisque tu as quand même pas mal voyagé pendant ta éducation, justement, c'est au-delà, effectivement, du système très compétitif coréen, est-ce que l'éducation coréenne va permettre d'aller travailler ailleurs qu'en Corée? Euh, Tu comprends, un étudiant en France, en Allemagne, en Angleterre, il aura un niveau qui sera plus ou moins reconnu, même dans des pays où on ne connaît pas forcément l'école qu'il a faite, etc. Mais voilà, parce qu'on connaît les cursus. J'ai pas l'impression, mais c'est vraiment une impression, donc je me trompe peut-être, j'ai pas l'impression que les Coréens s'exportent beaucoup et donc fassent connaître leurs écoles, leur système d'éducation, etc. Et je me demande si c'est facile, avec un cursus coréen, de trouver un boulot hors coréen. J'aurais tendance à te dire non, par le fait que les Coréens qui veulent avoir des expériences à l'étranger vont à un moment ou un autre étudier à l'étranger. Si je prends le cas d'Emory, le premier marché hors États-Unis qu'ils ont prospecté pour faire venir des étudiants non américains dans l'école, c'était la Corée. D'accord. Et il y a énormément d'écoles comme ça, c'est le cas aussi en Inde ou en Chine, qui mettent des moyens conséquents pour attirer, pour promouvoir leur éducation, leur système éducatif en Asie, donc en Corée, et attirer des étudiants. Et je te donnais l'exemple que
quand j'ai eu mon diplôme, mon MBA, j'étais avec un Américain et un Indien pour venir chez Samsung. À l'inverse, tous mes camarades de classe coréens sont restés aux États-Unis parce qu'ils Ouais, ont fait leurs études aux États-Unis. Ah non, non, je me trompe. Il y en a 2 sur 13 ou 14 qui sont rentrés en Corée, pardon. d'accord. Mais Mais on parle. proportionnellement, ça fait un gros pourcentage qui reste là-bas. Ouais, Et bah, ils un peu restent comme. là-bas parce que l'éducation a été faite avec Ouais. le MBA aux États-Unis. Un peu comme toi qui voulais pas, toi tu voulais pas retourner en France et eux voulaient pas retourner en Corée, j'imagine. Mais on parle bien d'étudiants coréens qui avaient fait tout leur cursus dans des écoles et des universités coréennes. Ouais. Ouais, D'accord. non, je pense pas que ce soit particulièrement bien connu la qualité des étudiants coréens hors Corée. Et pour travailler avec des Coréens, euh, il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que c'est vraiment des gens qui ont une capacité de charge de travail très très importante à exécuter ce qui a été décidé euh, très, assez impressionnante. Ouais. À l'opposé, pour ce qui est créativité, initiative personnelle, il y a certaines lacunes qui peuvent être dommageables dans le système occidental. Oui, c'est ce qu'on retrouvait aussi en Asie du Sud-Est, effectivement, parce que le système d'éducation ne favorise pas la prise de décision, la créativité, l'autonomie, parfois. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Donc sur le marché du travail, dans l'entreprise, ça se traduit par des nécessités ou une demande de micromanager les équipes, qui n'est pas forcément personnellement moi ce que je préfère, mais ce qui est nécessaire parce que culturellement, c'est ce qu'on attend d'un manager, d'un leader. Ok. Bah, écoute, merci. Pour finir, dernière question, un peu traditionnelle. Pareil, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant d'arriver en Corée, parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir? J'aurais aimé effectivement avoir une forme de onboarding sur le côté politique de la vie en entreprise ici. Alors, je parle spécifiquement pour les chaebol, ces gros conglomérats coréens. Euh, Mon expérience m'a montré que il faut être très préparé à tout et n'importe quoi en termes de politique. C'est-à-dire que ce soit pour postuler sur un projet qui arrive, donc être en compétition avec des Coréens, que ce soit sur les rumeurs, comment manager les rumeurs en entreprise vis-à-vis des évaluations, etc. Comment empêcher la diffusion de certaines informations personnelles, que ce soit rumeurs ou sur les contrats de travail. Euh, c'est, euh, Ça peut être très intense. Ça peut être très intense et très, très violent à la fin. J'ai plusieurs expériences qui font que donc c'est assez difficile. J'entendais Thierry et Léa dans les podcasts parler de la façon dont la compréhension de la langue coréenne facilite Ouais. la vie. Je voudrais mettre un bémol là-dessus dans le sens où quand on arrive en Corée en tant qu'étranger, ne pas parler coréen, ça passe, dans le sens où on est un peu à part, effectivement, parce que Hmm. on n'est pas dans le premier cercle d'information, mais ils font avec. À partir du moment où on commence à comprendre ce qui se dit, on commence à entendre certaines rumeurs, euh, et on commence à pouvoir parler et communiquer un petit peu, on dévie vers le côté exotique du côté concurrent direct.
D'accord. Et là, on n'est pas du tout, mais alors, même si on parle un petit peu coréen, on n'est pas du tout armé pour y faire face. Donc, ça peut se retourner contre nous de maîtriser la Tout langue, à en fait. gros, si je... Tout à fait. Ou alors, faut la jouer stupide et dire, et comprendre ce qui se passe, mais prétendre qu'on n'a rien compris. Mais effectivement, on peut être en compétition directe parce que effectivement, on a entendu parler qu'un poste s'ouvrait, donc on va parler au hiring manager, et il se trouve qu'un autre Coréen était sur ce poste également, qui lui l'aurait entendu de toute façon, puisque au niveau communication, c'est plus naturel pour lui. Et il se trouve que voilà, il y a certaines informations qu'il a sur toi et qu'il est capable de communiquer que tu ne pourrais pas faire. Mais tu vois, je te rejoins complètement, moi, pas mon expérience sur la Corée, évidemment, mais pour mon expérience sur la Thaïlande, où effectivement, il y a des fois où c'est un gros avantage de parler la langue et de la comprendre, et il y a des fois où, à l'inverse, c'est beaucoup mieux d'être un étranger et de ne pas parler ou de simplement prétendre même que tu ne parles pas la Oui, langue, effectivement. ouais, Je l'ai tout à fait. vu aussi. D'accord. Tout à fait. Là, justement, donc, alors, si je suis jeune diplômé, j'arrive à Séoul, j'ai une offre chez Adidas et j'ai une offre chez un chaebol, n'importe quel. Qu'est-ce que tu me conseilles et pourquoi? Ah, c'est franchement une question de savoir quel genre d'expérience tu penses tu veux acquérir. Euh, Moi, je conseillerais à tout le monde d'essayer de travailler dans un chaebol. Ça va tanner le cuir. C'est, on est obligé de se construire une forme de carapace. Non, c'est une expérience unique. Je ne conseillerais pas l'un vis-à-vis de l'autre sans avoir plus d'informations, mais je ne dirais pas écarter le chaebol, que ce soit Samsung, Hyundai, SK, LG, quoi que ce soit, parce que la politique peut être violente, parce que on ne parle pas parfaitement le coréen. Non, Tu le c'est au cas déconseillerais par pas, cas. ouais, d'accord. C'est vraiment au cas par cas et en fonction de ce à quoi la personne est prête à accepter, en fait. Tout à fait, ouais, tout à fait. Très bien. Pour terminer, est-ce que tu as une annonce, un projet, quelque chose que tu veux partager? Bon, l'annonce, je l'ai un peu faite au début. Je Oui. change d'entreprise. Oh non, ma femme est enceinte, donc on attend un ou une deuxième, on ne sait pas. Pour fin Félicitations. septembre. Merci. Félicitations, je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Oui, 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 c'est prévu pour quand? Fin septembre. J'espère que ce ne sera pas le 21 septembre, ce qui est la date d'anniversaire de mon garçon. Ce sera un Bah, peu dommage pourquoi? qu'ils aient, ouais, ce serait Bah, tant dommage qu'ils aient mieux, la comme ça, même. c'est fait, comme ça. Hop. Ouais, moi à cet âge-là, j'aurais détesté, mais c'est vrai que c'est un côté pratique. Oui, ou le lendemain, c'est très bien aussi, Ouais, comme ça on fait les deux en même temps. D'accord. Et ouais. toi, tu préférerais un garçon ou une fille? Bon, allez, une fille pour Pour équilibrer. équilibrer, hein. Ouais, Ouais. ouais, d'accord. Bah, écoute, c'est ce qu'on te souhaite. Merci encore une fois donc d'avoir participé à cet épisode. Merci pour nous avoir raconté vraiment en détail tout ton parcours. Merci. Et puis, eh ben, à très bientôt. Merci beaucoup, et en espérant qu'il y ait encore plein d'autres épisodes à venir. Eh ben, on y travaille, ouais. Merci à toi, Merci. Marc. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt!